Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 10 ans après Charlie, mais aussi 10 ans après les meurtres commis dans les rues de Montrouge contre l'hypercachère. Je le répète à chaque fois parce que il faut dire ce contexte. Et c'est d'ailleurs pour évoquer le contexte en général que j'ai choisi de vous inviter, Hugo Micheron, parce que vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs du djihadisme européen. On vous doit notamment La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. C'est publié aux éditions Gallimard. Et parce qu'aujourd'hui, eh bien, il s'agit de remettre en contexte ces attentats de Charlie. Vous les avez inscrits plus largement dans une séquence qui a débuté avec les attaques contre le World Trade Center. Expliquez-nous pourquoi, Hugo Micheron. En fait, le début de ce qu'on appelle le djihadisme en Europe, qui va devenir un djihadisme européen après le 11 septembre, c'est les années 90. Mais le 11 septembre, ce qui va produire en fait en Europe, c'est la passation des vétérans du djihad qui jusque-là étaient plutôt des gens qui étaient passés par le djihad en Afghanistan dans les années 80 ou par le djihad dans la guerre civile algérienne ou la guerre de Bosnie dans les années 90 et qui s'étaient installés dans certaines localités ouest européennes. Il y a une géographie de ce djihadisme européen et ces vétérans en fait, ont transmis et diffusé leurs idées dans des cercles très petits au début, dans les années 90. Et ce qui va se passer, c'est qu'après le 11 septembre 2001, ces vétérans-là vont être soit arrêtés, soit vont fuir, vont être mis, si vous voulez, en difficulté. Et donc, ce qui va rester après le 11 septembre, c'est d'un côté le sentiment de démantèlement de ces premières cellules djihadistes, et donc du côté du contre-terrorisme, plutôt un sentiment que le travail a été fait. Mais sur le plan des idées, c'est le début du djihadisme européen dans le sens où on va voir émerger ce que j'appelle les pionniers, c'est-à-dire en fait des jeunes Européens qui ont été formés ou endoctrinés idéologiquement par les vétérans et qui vont être les porteurs de ces idées en Europe dans des cercles qui sont tout petits. L'exemple que je prends souvent, c'est Toulouse, c'est les frères Klein. Ils sont 10, les frères Klein, leurs sœurs, leurs amis, leurs proches, sont 10 dans le quartier du Grand Mirail à Toulouse en 2000. Donc ça fait sur 45 000 personnes. Et ils ont été formés par 3-4 individus. Donc c'est un tout petit monde sans employés. Oui, ce sont des microcosmes. Ce sont des microcosmes, mais il y en a dans plusieurs localités où s'étaient implantés ces vétérans. D'ailleurs, parfois, ils ont essayé sans succès de diffuser leurs idées. Il n'y a pas du tout de fatalité en termes de diffusion du djihadisme. Mais ce qui est très intéressant pour comprendre les dynamiques actuelles et celles notamment du 7-9 janvier 2015, c'est que ce sont dans ces microcosmes que vont en fait grandir, si j'ose dire, un certain nombre d'idées et d'individus, et dont notamment les frères Kouachi, qui eux étaient à partir de 2004-2005 dans un de ces microcosmes qui était celui des buttes de Chaumont à Paris, qui était mené par un pionnier européen qui a participé, qui a été lié au djihad en Irak, qu'on va retrouver ensuite impliqué encore 10 ans plus tard dans les réseaux de Daesh. Et donc ce sont des petits microcosmes assez localisés, mais qui vont produire des effets extrêmement durables et pérennes sur les démocraties européennes. Mais alors ces terroristes, je n'aime pas dire leur nom, mais Ouais. ceux qui ont perpétré ces attentats, notamment contre Charlie, contre l'hypercachère, est-ce qu'on a affaire à une sorte de réseau de sociabilité au sens sociologique du terme? Oui, il y a plusieurs éléments assez caractéristiques. Vous savez que dans le djihadisme, il y a plusieurs portes d'entrée, donc il n'y a pas un schéma type, mais il y en a plusieurs qu'on retrouve de façon assez récurrente. Le premier élément très frappant avec les auteurs des attentats et du carnage de Charlie Hebdo le 7 janvier, c'est que ce sont des frères, c'est une fratrie. Les frères Kouachi ont été, en fait, c'était de jeunes adultes ou des ados et de jeunes adultes qui étaient socialisés dans une cellule djihadiste autour de 2003-2004, qui était celle des buttes de Chaumont, organisée par différents prédicateurs. Et donc, ils vont avoir ils vont faire un passage en prison, notamment pour Chérif Kouachi, et ils vont se retrouver au contact là avec un de ces vétérans dont je parlais précédemment, qui lui a été incarcéré parce qu'il avait tenté un attentat qui avait été donc déjoué contre l'ambassade américaine à Paris en août 2001, donc quelques semaines avant le 11 septembre. Et c'est cet individu-là qui va les chaperonner, si j'ose dire, en prison, les former, et il va former cette fratrie-là d'individus, mais aussi un autre individu qui est Amédi Koulibaly. Et Amédi Koulibaly, c'est l'auteur de la tuerie de Montrouge et de l'hypercachère. Et donc on voit bien qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la socialisation
dans une cellule très contextualisée dans le nord de Paris, dans les Buttes-Chaumont. Et puis, il y a une deuxième socialisation avec une accélération djihadiste en prison derrière. Et puis, il y a ce projet à la sortie où ces individus-là, notamment Cherif Kouachi, va se rendre au Yémen, rencontrer un certain Peter Cherif et les cellules locales d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique et revenir avec ce projet donc, de tuerie contre Charlie Hebdo. L'une des informations les plus importantes du jour, c'est une interview de Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, qui dit à la une du Parisien « La menace terroriste n'a jamais été aussi présente ». Alors, c'est souvent un terme qu'emploient les politiques, mais plus précisément, il dit « 9 attentats islamistes, dont 3 ciblant les JO, ont été déjoués en France l'an dernier ». Un commentaire, Hugo Micheron. Je n'ai pas les informations du ministre de l'Intérieur pour juger si elle a jamais été aussi présente. Ce qui me semble évident, c'est qu'il y a 10 ans, en 2015, on était quand même face à un pic qui me semble être d'une ampleur extraordinaire et à ce stade pas encore égalé. Par contre, ce qui est certain, c'est que, et ça on ne s'en rend pas compte parce que la plupart des attentats sont déjoués, mais il y a une recrudescence des tentatives d'attentats qui est très forte partout dans le monde, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et on a eu un cas récemment à la Nouvelle-Orléans, au moment du Nouvel An, qui montre bien que, et au Texas aussi, qui montre bien que les États-Unis sont à comprendre. Un chiffre peut-être pour étayer ça, les tentatives d'attentats djihadistes en Europe de l'Ouest depuis le 7 octobre 2023, depuis les attaques du Hamas sur Israël et la guerre à Gaza qui s'en est suivie, ont été multipliées par 5. Avec 30% des cibles qui sont des cibles juives. Ça montre bien, si vous voulez, qu'il y a un contexte. Et la raison pour laquelle, à mon sens, on n'est pas dans ce que moi j'appelle les maréos djihadistes, c'est-à-dire des situations où la situation sécuritaire devient hors de contrôle, comme ça avait pu être le cas par moment en 2015-2016, avec des attentats à répétition. C'est parce que ces attentats sont déjoués. Donc la réponse sécuritaire est au niveau. Le problème au niveau, si je peux dire politique, citoyen de tout ça, c'est ce que j'essaie de pointer dans mes travaux et que j'essaie d'analyser dans un contexte européen et le plus profondément possible. C'est que la focale sur les attentats n'est pas la bonne. Le djihadisme, ce n'est pas que du terrorisme. Et en fait, si on ne prend comme jauge que les attentats qui ont réussi pour, en fait, se poser la question de savoir s'il y a plus ou moins de menaces djihadistes, c'est une erreur. Il faut s'intéresser à la question de la diffusion des idées. Et de ce point de vue-là, c'est ça l'enjeu. C'est ça qui prépare les attentats. Bon, mais alors la question, c'est de savoir où est-ce qu'on place la focale. Est-ce qu'on considère, par exemple, que justement, il faut se fonder sur une sorte de culture terroriste qu'en début de cette culture terroriste? C'est évidemment un sujet éminemment polémique. Le Figaro dit, par exemple, qu'on est passé pour la place de la République à Paris de la communion « Je suis Charlie » au bastion de la gauche quéfiée. Justement, où situeriez-vous ce processus de continuité, Hugo Micheron? Je ne pense pas forcément sur le plan politique, ce qui est toujours le cas en 2025. Sur le plan politique, c'est qu'en fait, on bégaye beaucoup dans le débat public entre, d'un côté, l'hystérisation qui est quand même encore largement monnaie courante, voire qui se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui sur les enjeux liés de manière directe ou indirecte à l'islamisme. Et ça, c'est un problème parce que ça empêche de faire sens aussi de la complexité. Hystérisation, c'est-à-dire en fait de ne plus faire de différence entre ce qui est de l'ordre du djihadisme, du terrorisme et d'une menace, j'ai presque envie de dire, qui se présente comme existentielle pour l'Europe, en tout cas dans sa projection, je ne veux pas dire sur le plan concret et matériel, mais la définition de l'idéologie djihadiste, c'est à peu près l'antithèse des valeurs européennes, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, la menace djihadiste est très caractérisée. Mais de ne pas faire de distinction avec d'autres formes de mobilisation islamiste qui peuvent être très graves, très problématiques, comme le salafisme, comme l'activisme politique des frères musulmans, etc. Tout ça, c'est des... Mais il y a quand même là où il y a une nécessité de nuance, c'est que c'est pas les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que l'un peut nourrir l'autre, mais ça veut pas dire qu'il y a des signes égaux entre eux. Et d'une part, d'autre part,
Le risque, et ça c'est ce qui nourrit l'hystérisation souvent, c'est qu'il y a aussi beaucoup de déni. Et ça, ce déni, on le retrouve plutôt à gauche, plutôt même à l'extrême gauche souvent. Et ce déni, là où il est problématique, c'est qu'il consiste à ne plus voir aussi le djihadisme pour ce qu'il est. Et ça, on en a quelques exemples aussi. Moi, j'avais été très frappé, j'en avais parlé, hein, aux États-Unis en 2020, au moment de l'attentat de Samuel Paty. Le mot djihadisme n'était pas mentionné une seule fois dans le New York Times et dans le Washington Post, qui ne sont pas par ailleurs des magazines particulièrement... qui ne sont pas des magazines de militants d'extrême gauche. On s'est retrouvé avec une invisibilisation du djihad. Et ce déni-là a tendance à nourrir l'hystérisation. Et le but, je crois, dans le débat public, c'est de sortir de ça en essayant de comprendre la finesse des dynamiques à l'œuvre. Bon, mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on a affaire à du religieux, et le religieux est libre, quand est-ce qu'on a affaire à du religieux politique, le politique aussi est libre, mais lorsqu'il verse dans l'incitation à la haine. Alors, par exemple, Bruno Retailleau dit, dans cette interview que publie aujourd'hui Le Parisien, qu'il est favorable à l'interdiction du voile à l'université. Il n'explique pas pour quelle raison il l'est. Est-ce que c'est en vertu de son interprétation des questions de laïcité? Est-ce pour des raisons politiques? Tout ça à la fois. Votre point de vue, par exemple, là-dessus? Ce qui est très important de voir, c'est que il y a depuis en fait le début des années 2000, fin des années 90, l'islamisme a beaucoup changé de nature en France, et il y a eu un phénomène, et on ne peut pas penser le djihadisme sans le prendre en compte. Il y a eu un phénomène de salafisation de l'islam. Ça ne veut pas dire que le salafisme est majoritaire ou dominant dans l'islam de France, pas du tout, ça reste une petite minorité. Mais par contre, l'influence normative du salafisme est énorme. Je vais vous prendre un exemple très clair pour que les auditeurs puissent se figurer ce que j'essaye de dire. Au tout début de mes terrains sur ces sujets, quand je découvre ces éléments-là, au début des années 2010, je me rends dans une commune de la région parisienne, ce qu'on appelle la banlieue communément, qui est touchée par les trafics de drogue, etc. Et je discute, comme je le faisais et comme j'ai appris à le faire sur le terrain, avec des habitants, des responsables locaux, associatifs, etc. Et l'un d'entre eux me dit, ah, tu vois, c'est des gens, ce sont des salafistes. Et lui-même, cet individu-là, se présentait à moi comme musulman, et il me dit, ce sont des individus qui sont extrémistes, et on considère dans le quartier qu'ils font un peu peur. Mais c'est justement ça que j'ai envie. J'ai envie de vous poser une question naïve. Est-ce que salafiste, ça veut dire extrémiste, ça veut dire radicaux, ça veut dire dangereux? Non, salafiste, c'est une interprétation de l'islam qui est extrêmement rigoriste par définition. Mais est-ce que ce rigorisme-là porte en lui des germes de violence? Déjà, des germes de violence symbolique, ça c'est indéniable. À partir du moment où cette doctrine considère que les lois religieuses s'imposent à tout le monde et sont supérieures à l'ensemble des lois humaines, le principe de démocratie est nié dans le salafisme. Ça ne veut pas dire que ces individus sont par essence violents, mais ça veut dire que symboliquement, il y a déjà une rupture avec les valeurs, si vous voulez, constitutives des démocraties européennes. Ça ne veut pas dire qu'il y a passage à la violence, mais ça veut dire que les djihadistes vont aller puiser dans le salafisme des éléments de justification de leur violence. Et donc, pour le dire autrement, le djihadisme est souvent une niche au sein du salafisme. Et ça, c'est très important parce qu'il y a eu un débat depuis les années 2000 pour savoir si au sein du salafisme, le salafisme était un rempart ou un combustible pour le djihadisme. Et là, les faits qui sont en notre présence montrent que ça a plutôt tendance à être une infime partie du salafisme, mais une partie non négligeable qui a largement nourri les dynamiques djihadistes en Europe. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas parler de l'un sans évoquer l'autre. La question, c'est celle de la finesse. Alors, même chose, il nous reste peu de temps, mais le directeur du renseignement territorial expliquait que le danger, c'était les réseaux fréristes en France. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'était le deuxième élément de mon propos. C'est effectivement que là où on a eu énormément de mutations, et ça depuis 2015, pour le coup, depuis l'affaire de Charlie Hebdo, c'est assez flagrant, c'est qu'on a eu une tendance, pour faire très, très simple, à un renforcement religieux des réseaux fréristes, donc des réseaux qui étaient plutôt proches de l'islam politique militant, qui se sont mis à parler, pour faire très simplement doctrinalement, un peu comme des salafistes, donc se sont radicalisés religieusement. Et de l'autre côté, on a une tendance à la politisation de réseaux salafistes, donc des réseaux très radicaux religieux qui se sont mis à faire de la politique. Ça, on a plusieurs exemples. Et donc, c'est cette hybridation qui est aujourd'hui très problématique parce qu'elle ne tombe pas toujours sous le coup de la loi. Elle n'est pas non plus forcément illégale, mais c'est une question majeure sur le plan politique.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Hugo Micheron, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. C'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Gallimard. On évoquera notamment ce phénomène des influenceurs algériens, un phénomène qui, j'avoue, échappe complètement à ma compréhension. Vous nous donnerez des éléments pour décrypter ce que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, pour évoquer ces 10 ans, nous sommes en compagnie d'Hugo Micheron. Vous avez notamment publié La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen aux éditions Gallimard. Vous étiez en train de nous expliquer il y a quelques minutes, Hugo Micheron, qu'il y avait aujourd'hui deux menaces. Le salafisme qui gagnait du terrain en France, les réseaux fréristes qui sont pointés du doigt comme un danger. Peut-être quelques mots pour nous expliquer l'articulation, puisque je vous avoue que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Essayer d'être le plus clair possible. Le djihadisme, donc, c'est une idéologie qui se réfère au djihad et qui l'interprète comme étant en fait la nécessité de mener le combat contre les infidèles étant aussi bien les occidentaux, les non-musulmans, que les musulmans qui ne suivent pas ou qui n'adhèrent pas aux thèses djihadistes. Et ça se traduit notamment par les attentats. Mais derrière ça, il y a une doctrine. Et cette doctrine, on l'appelle salafo-djihadiste. C'est-à-dire qu'en fait, elle est djihadiste dans le sens nécessité de passer à l'action, notamment sur le plan de la violence physique, mais elle puise dans une référence salafiste, c'est-à-dire qu'il y a un islam originel qui serait celui, selon ces individus-là, des tout débuts de l'islam, du 7e siècle, du 8e siècle de notre ère, et cet islam serait pur, et il faudrait y retourner, et c'est ça le salafo-djihadisme. Et donc, de ce point de vue-là, il y a dans la doctrine salafiste des éléments en partage sur les grands fondamentaux avec les djihadistes. Ça ne veut pas dire qu'ils en font la même interprétation. Les salafistes ne font pas forcément l'interprétation violente, militaire, si vous voulez, qu'en font les djihadistes. Mais la base religieuse est, en très très grande partie, commune. Ça, c'est un élément. Donc, il y a souvent, on voit souvent chez les djihadistes des individus qui sont passés par le salafisme, ou en tout cas, les djihadistes sont capables, comme ceux que j'ai rencontrés, d'aller challenger, si j'ose dire, les salafistes sur le terrain religieux. Donc, on ne peut pas penser djihadiste si on ne se pose pas la question du salafisme. Et pour être tout à fait précis avec ça, on peut se référer à des travaux que je cite dans mon livre, mais notamment celui d'un Allemand qui s'appelle Johannes Saal, qui a documenté assez finement la question djihadiste en Allemagne. Et lui, ce qu'il montre, qui est très surprenant, c'est que le nombre de départs pour la Syrie et l'Irak entre 2012 et 2018, donc ce qu'on appelait le djihadisme en Syrie, correspondait à 8% d'un milieu salafiste donné dans les villes d'Allemagne. Et il peut faire ça parce qu'en Allemagne, il y a les chiffres très précis sur ça. Donc, et c'est tout le temps 8%. Où que vous soyez, c'est 8%. Donc, ce qui accrédite la thèse que le djihadisme est une niche au sein d'un ensemble plus vaste qui est celui du salafisme. Une niche près de 10% quand même. Donc, effectivement, une grosse niche. Après, tout dépend de la taille de l'écosystème en place. Mais ça, c'est très important. Ça va tout à fait dans le sens de mes travaux que j'ai constatés aussi bien au Danemark qu'aux Pays-Bas, qu'en Angleterre, qu'en France, en Belgique, etc. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez, la question du continuum, on ne peut pas l'exclure. Et par ailleurs, il n'y a pas de problème. C'est souvent, on se fait des nœuds au cerveau sur pourquoi il faudrait aller scinder le salafisme du djihadisme. Non, s'il y a des liens, il faut les examiner. Alors, justement, toujours parmi ces manifestations qui sont compliqué à décrypter, il y a ce phénomène des influenceurs algériens. Je ne sais pas d'ailleurs si je le nomme correctement. Alors, on voulait vous faire entendre certaines de ces vidéos, mais elles sont en arabe. Il y a plusieurs influenceurs qui sont aujourd'hui visés. Certains sont déjà sous les verrous, d'autres ont un certain nombre donc, de procédures contre eux. Ils parlent bien arabe. Alors, dans certaines des vidéos, ils parlent l'arabe classique, donc un arabe qui est très soutenu, et dans d'autres, c'est le dialecte algérien, je veux dire, qui parlait en Algérie. Donc, il n'y a pas, en tout cas pour ceux qui parlent arabe, il n'y a pas de problème de langue. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui, dans leurs propos, vous paraît significatif, Hugo Micheron? Ce qui interpelle, c'est quand même la violence des propos des individus qui ont été mis en cause, à savoir, je pense au fameux, celui qui se fait appeler Imad Tintin, qui a des propos quand même d'appel au meurtre directement, et puis les deux autres aussi en question. Il parle quand même de brûler vif et de violer des gens en France. Évidemment, de tuer un autre influenceur qui est également mis en cause depuis, parle d'égorger des gens dans la rue. On n'est pas sur, on va dire, des choses qui sont de l'ordre du banal. De ce point de vue-là,
il faut peut-être réussir à le resituer dans un contexte qui est assez peu documenté, parce qu'en fait, je trouve qu'on manque d'expertise sur ce qui se joue en ce moment en Algérie depuis quelques mois, quelques années. Et il y a une crise politique entre la France et l'Algérie qui a échappé, je pense, à personne, qu'on a vu se matérialiser autour de l'obtention du prix Goncourt de Kamel Daoud et de l'arrestation qui s'en est suivie de Boualem Sansal. Là, on a besoin de creuser ça, puisque ce sont 3 influenceurs algériens qui, en l'occurrence, se sont mobilisés contre un militant qui voulait manifester contre le régime algérien. Donc, alors, ce monsieur s'appelle Choki Benzera, il est réfugié en France, il dit être la cible de publications haineuses de militants favorables au régime de Tebboune. Il est qualifié de sioniste, cet homme, parce qu'il est plutôt proche de Ben Gourion ou de Jabotinsky. En fait, c'est une accusation extrêmement récurrente et, à vrai dire, assez alarmante du côté des autorités algériennes. On l'a vu dans le communiqué lunaire, si ça intéresse les auditeurs de regarder le communiqué qui a été publié par la Dépêche de l'Algérie contre Kamel Daoud au moment de l'obtention du prix Goncourt, où il était effectivement présenté comme étant à la solde des sionistes. Donc, si vous voulez, l'insulte suprême pour discréditer toute forme de voix dissidente en Algérie, c'est évidemment de mettre ça en avant. Il partage ça avec d'autres régimes et d'autres mouvances politico-religieuses. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est l'extrême tension à laquelle se situent aujourd'hui les relations franco-algériennes, qui se sont cristallisées autour de figures algériennes ou franco-algériennes en France visibles, mais aussi moins visibles. Cet opposant était assez peu visible médiatiquement. Et l'extrême violence qui se décharge contre eux en France. Hein. Là, on parle de la situation en France. On parle de la France. Mais alors, dès lors, j'ai songé à un parallèle, mais peut-être est-il inexact, Hugo Micheron. Est-ce que, finalement, il faut penser ces influenceurs algériens en rapport avec le pouvoir algérien comme le pouvoir turc, par exemple, a utilisé des forces projetées identiques? C'est une très bonne question. Je pense que ça mérite une examination assez approfondie. Mon hypothèse de base, ça serait qu'il doit y avoir à minima des consignes qui sont passées de façon indirecte, à minima. C'est pas du tout anodin. Il y a ces éléments-là qui sortent sur TikTok, mais on le voit se manifester aussi de différentes façons. Il y a une pression, on va dire, sur le débat public français depuis un certain temps via les réseaux sociaux. Et là, il y a un élément qui, moi, retient mon attention dans cette affaire, c'est TikTok. Il faut absolument, j'en parle depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui se joue sur TikTok est très important. Je vais vous donner, pour vous situer quelques éléments, à l'automne dernier, j'ai mené une recherche sur des prêches extrêmement radicaux, alors qui venaient de prédicateurs radicaux britanniques, dans le contexte des post-7 octobre, si vous voulez. Donc, ces prédicateurs mentionnaient extrêmement souvent la nécessité pour les jeunes de diffuser des appels à la haine, des propos extrêmement radicaux sur TikTok, spécifiquement sur TikTok. Et ils s'y trompent pas. C'est la plateforme privilégiée par les 12-25 ans ou 15-25 ans qui passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok. Et c'est très dur à contrôler de plein de façons, et notamment parce que ce sont souvent des vidéos qui sont pas toujours évidentes à détecter dans la masse des vidéos produites quotidiennement sur cette plateforme. Il y a un enjeu énorme de souveraineté. Alors, algorithmique, ça c'est évident, parce que les algorithmes de TikTok sont contrôlés par des ingénieurs chinois, et vu l'influence que ça a sur le débat public français, il faut se poser des questions. Quand on voit la façon dont sont privilégiées des vidéos qui sont quand même des appels à la haine et à la violence directe, en l'occurrence celle-ci, mais d'autres de façon à peine moins subtile au quotidien, il y a une question de salubrité du débat public autour des plateformes en ligne, et TikTok, à mon sens, c'est la première d'entre elles. On ne pourra pas, je vais être hyper clair, on ne pourra pas résoudre, selon moi, la question de l'islamisme si on ne résout pas la question des algorithmes comme TikTok. Ce sont les rivaux des profs. Je suis un petit peu long là-dessus, mais c'est hyper important. On dit qu'il faut rajouter des heures de cours, mais si vous rajoutez 1 heure de cours pour parler de Charlie ou pour parler de ce que sont les valeurs des démocraties européennes, et que le peu qui est tricoté en 1 heure de cours, vous le détricotez en 2 heures de TikTok quotidiennement, si vous voulez, donc le rival du prof aujourd'hui, c'est l'algorithme. Mais alors, justement, parce que là-dessus, je me disais qu'on savait qu'il y avait des chaînes Telegram, par exemple, qui étaient utilisées pour diffuser des messages djihadistes, et ces chaînes Telegram, elles ne sont pas visibles par le grand public. Il faut y être abonné. Pourquoi ces influenceurs peuvent être suffisamment
casse-cou intrépides, kamikazes, enfin appelez-les comme vous voudrez, pour diffuser des messages sur TikTok qui sont visibles par tous, y compris par la police. Mais parce que cet espace n'est pas régulé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait... Mais pourquoi prennent-ils le risque de le faire? Mais parce que la jungle, la jungle de TikTok, des réseaux sociaux, je veux dire, c'est une telle jungle que s'il y a je vais prendre une image, mais si au milieu d'une jungle bien touffue, il y a une plante un petit peu bizarre, mais qu'elle est entourée par tant d'autres, ce qui est le cas sur TikTok. Le niveau de contenu alarmant sur TikTok est incroyable pour qui s'intéresse à la chose. Donc, probablement qu'il y a un sentiment soit d'impunité, soit penser que les effets de masse font le jeu, soit que par habitude, voilà. Et après, ce qui n'est pas à négliger, c'est que ces individus n'aient même pas compris que, je veux dire, l'impact et l'effet de ces propos qui étaient totalement illégaux. Mais là, il y a une question qui nous amène vraiment, je crois, au cœur du sujet 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère, et l'année aussi des 10 ans de l'attaque du Bataclan, c'est d'essayer de comprendre que la question technologique est une question fondamentalement politique qui est liée à des enjeux de sécurité. Jean Lémarie. Quand vous allez devant des classes, Hugo Micheron, quand vous rencontrez des jeunes, des plus jeunes, que constatez-vous de ce côté-là ? En 10 ans, puisque c'est un travail que je fais depuis 10 ans, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le sentiment d'alerte du côté du corps professoral a augmenté. Un sentiment de surresponsabilisation et de dépossession en même temps. Il y a 10 ans, au moment des attentats du 7 et du 9 janvier, on a parlé de sursaut et de mobilisation, et on se souvient qu'il y a eu les plus grandes manifestations de l'histoire de France depuis la Deuxième Guerre mondiale en réaction à ces attentats, avec des dizaines et des dizaines de dirigeants du monde entier qui étaient venus manifester dans les rues de Paris. Et donc, il y avait peut-être cette idée que on n'aurait plus jamais ça. La réalité, c'était qu'on était au début d'une vague djihadiste dont je décris dans mon livre, qui allait se structurer et frapper fortement la France, mais aussi d'autres pays européens. Et ce scénario allait se répéter, et notamment allait, à partir du moment où Daesh a chuté, à partir de 2019, il allait commencer à frapper l'école. On a eu l'affaire Samuel Paty en 2020, qui est très importante de le souligner aujourd'hui. Samuel Paty, c'est la première victime d'un attentat djihadiste qui n'est pas partie prenante à l'affaire des caricatures. Il les commentait, il essayait de les éclairer en cours en respect du programme scolaire. C'est très important de le rappeler, contrairement, et ça n'excuse absolument rien, mais contrairement au Jyllands-Posten, le journal danois, contrairement à l'affaire Charlie Hebdo en France, etc., c'était pas des gens qui Samuel Paty puis Dominique Bernard ne se sont pas mobilisés sur les caricatures en prenant parti. Ils ont voulu expliquer, ils ont voulu faire leur boulot de prof. Et ça montre un élément, c'est que l'institution scolaire est visée. Et de la même façon, et je l'ai précisé à l'instant, que ces algorithmes qui visent les cerveaux des plus jeunes en France, de nos enfants si vous voulez, viennent rivaliser l'éducation transmise en cours et dans la famille accessoirement. Et donc, c'est pour ça que je disais que la façon de penser l'algorithme sur ces enjeux-là, c'est de le voir comme un rival du prof. Et le prof ne peut pas défaire ce qu'un gamin, pardon de la familiarité, va assimiler pendant 4 ou 5 heures de visualisation TikTok, où, je le précise, ça c'est d'autres études en cours, ces contenus dangereux, radicaux, ultra minoritaires par ailleurs dans la société, sont surreprésentés. Et donc c'est là où on a un enjeu politique, et je le dis, on ne réglera pas la question du radicalisme et de la radicalisation en France si on ne s'attaque pas à ces sujets-là qui sont des enjeux politiques de premier plan. Qui le porte politiquement aujourd'hui, ça ? Vous nous dites que c'est une priorité absolue, qu'elle est négligée pour l'instant, pour le dire gentiment. Ouais. Qui porte cela ? Je pense qu'on est en retard, et on est en retard parce qu'on ne s'intéresse pas assez à l'IA en France. Il y a une révolution... À l'intelligence artificielle. Oui, à l'intelligence artificielle, une révolution de l'intelligence artificielle qui restructure, en fait, la révolution des réseaux sociaux, on l'a comprise. Il y a des choses qui ont été faites, attention. La France a tenu la plume pour la rédaction du DSA au sein de la Commission européenne, qui est un texte qui a été extrêmement bien fait et qui permet un certain nombre d'actions sur le plan politique et sociétal. Donc les textes existent, il y en a d'autres. L'Italie a fourni aussi un certain nombre de rapports sur ces sujets très intéressants. L'AI Act a été écrit par un député européen italien qui est très en pointe sur ces sujets. Donc il y a une réflexion aussi à mener à l'échelle de l'Europe. Les moyens existent, par contre, il y a un niveau de compétence et de compréhension, je pense, dans le milieu politique, de la façon dont ces enjeux a priori techniques sont en fait des enjeux politiques et derrière des enjeux sécuritaires et de long terme. Hugo Micheron, autre sujet est l'évolution de la Syrie, le départ de Bachar el-Assad.
vous vous êtes montré plutôt prudent, disons, sur le caractère d'ouverture du nouveau gouvernement syrien. En fait, je suis toujours prudent sur cette question, sur la question syrienne. Ce qui est évident, c'est que la chute de Bachar al-Assad, si vous voulez, est ce qui pouvait arriver de mieux à ce pays, qui en avait besoin et qui vivait sous une dictature d'Assad atroce. Et là, on voit les abominations de ce régime qui sortent, qui sont encore pires que ce qu'on pouvait déjà connaître de ce régime depuis la chute de ce régime, qui montre que c'est vraiment la fin d'une ère absolument sombre et terrible pour la Syrie. Pour autant, mon propos, c'est pas tant d'être prudent que de dire il faut juger sur pièce un nouveau régime qui, à mon sens, présente au moins 2 éléments qui doivent nous amener à être prudents. Circonspect. Le premier élément, c'est que déjà, il ne contrôle pas tout le pays. Il y a d'énormes points d'interrogation qui vont forcément poser des questions dans les mois à venir. C'est la question kurde qui, dans l'est du pays, ils ne sont pas en meilleurs termes, pour le dire très simplement, avec le nouvel homme fort du régime et qui est soutenu par la Turquie, qui est en confrontation directe avec les Kurdes. Donc la question kurde, c'est un énorme sujet. Par ailleurs, c'est sous le contrôle des Kurdes que se trouve l'ensemble des camps et des prisons où sont internés les djihadistes européens. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite question, c'est une énorme question pour l'Europe. L'autre sujet, c'est est-ce qu'il va pouvoir stabiliser la région, et là-dessus, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Le pays est totalement traumatisé après 13 ans de guerre. On veut y croire, et je pense qu'il faut donner à la fois, il faut avoir des exigences et en même temps donner des gages pour permettre une éventuelle transition. L'autre élément qu'il faut absolument avoir en tête sur la Syrie, c'est que c'est là où il ne faut pas être dupe, et on ne perd rien par ailleurs à être prudent. Ça permet d'obtenir plus de gages. Je veux dire, il n'y a pas de contradiction à avoir une approche prudente et en même temps de voir comment on peut aider à la stabilisation de la Syrie. Donc le deuxième élément là-dessus, c'est que on a d'autres exemples de groupes djihadistes qui, à un moment donné, s'étaient normalisés, alors pas autant que celui-ci, je vous l'accorde, qui présentaient des gages, notamment linguistiques, de discours vestimentaires très importants. Parce que j'ai cru comprendre que l'aspect vestimentaire comptait. C'est-à-dire qu'il a été, cet homme, donc Joulani ou Charlet, et selon comment on l'appelle, c'est déjà quelqu'un de très, très malin. Il est très, très intelligent. Il fait de la très bonne politique depuis le début. Je veux dire, la façon dont il avait géré la crise que personne n'a en tête, qui était la crise entre les groupes djihadistes entre 2013 et 2014, quand il est rentré en guerre contre Daesh, montrait déjà qu'il était très, très fin. Et là où il est totalement cohérent, c'est que même quand il était à la tête de Jabhat el-Nusra, qui est donc le groupe qui était la branche syrienne d'Al-Qaïda, il était dans une stratégie de syrianisation du djihad. Ça, il l'a jamais raté. Mais il y a un élément, et c'est là-dessus que moi je pense que ça nous donne des éléments de compréhension de ce qui peut se jouer au-delà, je veux dire, de l'actualité du dernier mois et demi. Un élément fondamental, c'est que la présence même de Joulani en Syrie est un sous-produit de la stratégie de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, quand il s'est retrouvé en 2011 face à une opposition qui était largement composée de libéraux, qui voulaient la chute du régime, qui voulaient des réformes, etc. Parce que la Syrie est un pays très riche politiquement, qui est très, très diversifié et qui est structuré. Il y a une population civile syrienne. Quand il s'est retrouvé face à une opposition politiquement structurée, qu'a fait Bachar? Il a ouvert Sednaya, où il avait incarcéré et torturé des djihadistes pendant des années, et on ne sait pas trop s'il l'a facilité ou s'il a fermé les yeux, mais on s'est retrouvé avec Joulani, le fameux homme fort de Damas aujourd'hui, qui venait d'Irak, envoyé par ce qui était en gros le début de Daesh. Et cet individu-là, la seule présence des djihadistes dans la rébellion syrienne, dans l'opposition syrienne, a été la carte en or qui a abattu Bachar pour bombarder les populations civiles d'Alep, de Homs, de Hama, et faire que ce conflit a fait 500 000 morts et 11 millions de déplacés. Et donc ça a duré 13 ans, en grande partie parce que des djihadistes en premier lieu avaient infiltré l'opposition syrienne. Le régime s'en est servi comme... Donc ce que je veux dire, c'est que l'ironie, c'est que ce soit quelqu'un comme Joulani, qui a ce passé de djihadiste, qui en fait a perdu en très grande partie la révolution syrienne, qui aujourd'hui est perçu comme la figure incontournable. De facto, il l'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être exigeant, prudent certainement. En même temps, il n'y a aucune raison aujourd'hui de ne pas jouer le jeu, puisqu'il y a des forces stabilisatrices. Maintenant, faut pas... la Syrie, c'est un jeu, à mon sens, qui va se construire sur plusieurs années. Bon, alors vous dites qu'il faut juger sur pièce. On a des pièces aujourd'hui. Et quelles sont donc les analyses que l'on peut faire au sujet de ces pièces ? Côté plus, côté positif, il a
a priori, le respect d'un certain nombre de factions et suffisamment de soutien à l'international pour être aujourd'hui perçu comme l'homme à qui parler. Donc, dit autrement, il y a un numéro de téléphone pour Damas, ça c'est très important diplomatiquement. Côté moins, la situation n'est pas stabilisée. On a quand même une centaine de djihadistes français qui font du tourisme en ce moment en Syrie parce qu'ils étaient dans la poche d'Idleb et que le pays étant libéré aujourd'hui, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, c'est là où je dis, prenons le temps. Il y a des enjeux qui ne sont pas des petits enjeux. La Syrie est au cœur du Moyen-Orient. Ce qui se joue depuis le 7 octobre, c'est la réouverture d'un certain nombre de dossiers. Et le dossier syrien est rouvert. Je pense que ça doit être la préoccupation géopolitique de l'année. Jean Lémarie. Et la réaction politique, je vais reparler de politique de la France, de l'Europe à cet égard, parce qu'on voit effectivement un mélange de prudence et en même temps d'envie d'y croire, sur la foi d'ailleurs de celles et ceux, Syriens, Syriennes, de l'intérieur ou de l'étranger, qui reviennent et qui disent « mais les choses bougent, les choses bougent ». Oui, et on voit quand même que c'est pris au sérieux. Enfin, il y a une visite donc de Jean-Noël Barrot avec son homologue allemande à Damas. On sait qu'il y a une très grande préoccupation aussi sur le plan sécuritaire. Donc de ce point de vue-là, l'Europe a bien conscience, je pense, des enjeux. Le sujet, c'est quels sont nos leviers. Et en fait, on se rend compte en 2025 que on a perdu pas mal de leviers au Moyen-Orient. Et ça, depuis la crise syrienne. Ça, c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes travaux. C'est que, en fait, si on analyse en finesse ce qui s'est joué dans la décennie 2010 pour l'Europe en Syrie, on a perdu en très, très grande partie notre influence au Moyen-Orient. Donc, réinvestir le dossier syrien aujourd'hui, avec toutes ses complexités, parce qu'il n'y a pas qu'un régime à Damas aujourd'hui, il y a aussi la situation kurde. Je le répète, c'est les premiers alliés des Européens dans la région, ce sont les Kurdes qui supervisent les camps dans lesquels sont enfermés un certain nombre de djihadistes, notamment européens. Donc on voit bien que là, il y a une géopolitique. L'Europe a des arguments. Je pense que les enjeux sont bien compris. Maintenant, il faut voir comment on va la jouer, et surtout si on va arriver à faire une chose qu'on avait mal faite sur la décennie, c'est-à-dire parler d'une seule voix. Je vous prends un exemple très bête, très simple. En cours avec mes élèves à Sciences Po, on fait un petit tableau sur le cours sur la Syrie qu'on a, et on met objectifs et stratégies de toutes les parties prenantes au conflit syrien dans les années 2010. On a un objectif ou plusieurs et des stratégies pour toutes les parties prenantes au conflit. Quand on arrive sur l'Europe, on a 28 objectifs ou 27 objectifs, 27 stratégies, et ces objectifs, ces stratégies changent tous les 6 mois. Ça, c'est plus possible. Enfin, dans un monde qui se polarise avec le retour de Trump et une rivalité énorme côté russe et chinois, je pense qu'il faut que l'Europe arrive à se structurer politiquement. Merci beaucoup Hugo Micheron de nous avoir accompagnés pour cette journée spéciale, commémoration donc des 10 ans de l'attentat contre Charlie dans les rues de Montrouge et contre l'hypercacher. Votre livre, La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen, a été publié par les éditions Gallimard.